La deuxième, ou bien le deuxième chapitre, Mess Lovenstein. Les chiens ne m'ont jamais mordu, seuls les hommes l'ont fait. Marilyn Monroe. Bar de restaurant L'Imperator. Rockefeller Center, New York, 18h45. Installé au sommet de Rockefeller Center, le bar de l'Imperator dominait la ville, offrant une vue panoramique sur Manhattan. Sa décoration résultait d'un savant mélange de tradition et de design. Lors de la rénovation de l'établissement, on avait pris soin de conserver les boiseries, les tables art déco et les fauteuils club en cuir. Cet aménagement conférait à l'endroit une ambiance causée de vieux clubs anglais qui se conjuguait à un espace plus moderne, à l'image de longs bars lumineux en verre d'épaulé qui traversaient la pièce. Silhouettes graciles et démarches légères, Emma Lovenstein se faufilait de table en table, servant les vins, invitant à la dégustation, à expliquer avec pédagogie l'origine et l'historique des nectars. La jeune sommelière était douée pour communiquer son enthousiasme. L'envolée gracieuse de ses mains, la précision de ses gestes, la franchise de son sourire, tout dans son apparence reflétait sa passion et son désir de la partager. Un balai de serveurs apporta l'avant-dernier plat. La tartine de pied de cochon gratinée au parmesan, annonça Emma tandis que montaient des murmures d'approbation au fur et à mesure que les invités découvraient leur plat. Elle servait à chacun un verre de vin rouge en prenant soin de masquer l'étiquette, puis pendant quelques minutes répondit aux questions des convives, égrenant les indices pour leur faire découvrir le vin. Il s'agit d'un Morgan, Côte de Baie, cru de Beaujolais, révéla-t-il enfin, un vin lent en bouche, gourmand tendu, nerveux et velouté aux arômes de fraises et de griotte qui rivalisent à merveille avec le caractère canaille de pied de cochon. C'est elle qui avait eu l'idée de ces dégustations onologiques hebdomadaires qui, grâce aux bouches à oreille, connaissaient de plus en plus de succès. Le concept était simple. Il m'a proposé une dégustation de 80 accompagnée de 4 mets imaginés par le chef de restaurant gastronomique Jonathan L'Empereur. D'une durée d'une heure, chaque rencontre était organisée autour d'un thème spécifique, d'un cépage ou d'un lieu et était prétexte une initiation ludique à l'énologie. Emma passa derrière le comptoir et fit signe au serveur d'apporter le dernier plat. Elle profita de ce moment de battement pour jeter un coup d'œil discret. Son téléphone cellulaire qui était en train de clignoter en prenant connaissance de SMS et le moment de panique. Je suis de passage à New York cette semaine. On dîne ensemble ce soir. Tu me manques, François. Emma. La voix de son assistant l'attirait de la contemplation de son écran.
et se ressaisait immédiatement annoncé à la salle. Pour conclure cette dégustation, nous vous proposons un ananas au pétale de magnolia, accompagné de sa glace au marshmallow caramélisé au feu de bois. Elle offrit deux nouvelles bouteilles de vin et servait son auditoire après un jeu de devinette. Elle conclut. Un vin italien pimenté, un moscato d'Asti, un capage gourmand, aromatique et aérien, légèrement pétillant et sucré, un vin au nez de rose et aux bulles fines qui viennent soutenir élégamment la fraîcheur de l'ananas. La soirée s'achevait sur les questions de public. Une partie des concernaient la demandes concernaient le parcours professionnel d'Emma, qui répondit volontiers et ne laissait rien transparaître du trouble qui l'habitait. Elle était née dans une famille modeste de Virginie occidentale. L'été de ses 14 ans, son père, chauffeur routier, avait amené sa famille visiter les vignobles de Californie. Pour l'adolescente, ces découvertes avaient été un véritable enchantement qui avait déclenché un intérêt et une passion pour le vin ainsi qu'une vocation de trouver. Elle avait intégré le cycle hôtelier de Charleston qui proposait une formation solide en œnologie. Une fois son diplôme en poche, elle avait quitté son regret, son bled paumé, direction New York. Elle avait d'abord été serveuse dans un établissement modeste et puis chef de rang dans un restaurant à la mode de West Village. Elle travaillait alors jusqu'à 6 heures par jour, servant à table, conseillant les vins et s'occupant de bar. Un jour, elle était tombée sur un drôle de client, quelqu'un dont elle avait immédiatement reconnu le visage. Son idole, Jonathan l'Empereur, celui que les critiques gastronomiques surmonnaient. Le Mozart de la gastronomie, le chef dirigeait un prestigieux restaurant de Manhattan. Le fameux Imperator, considéré par certains comme le meilleur table du monde, l'impérator était vraiment le saint des saints, accueillant chaque année des milliers de clients venus de quatre coins de planète. Il fallait souvent attendre plus d'un an pour obtenir une réservation. Ce jour-là, l'empereur déjeunait avec sa femme Econito. À l'époque, elle possédait déjà des restaurants dans le monde entier. C'était un type incroyablement jeune pour être à la tête d'un tel empire. Emma avait pris son courage à deux mains et avait osé aborder les dames. Jonathan l'avait écouté avec intérêt et très vite le déjeuner s'était transformé en entretien d'embauche. Le succès n'avait pas tourné la tête de l'empereur. Elle était exigeant, mais humble, toujours à l'affût de nouveaux talents. Au moment de régler l'addition, elle lui avait tendu deux cartons en disant: Vous commencez demain. Le lendemain, il signait un contrat de chef sommelier adjoint à l'impérator pendant 3 ans. Elle s'était formidablement bien entendue avec Jonathan. L'empereur avait une créativité débordante et la recherche de l'accord entre les mets
et le vin avait toute sa place dans sa cuisine. Professionnellement, elle avait réalisé son rêve. L'année précédente, après une rupture conjugale, le chef français avait rendu son tablier. Le restaurant avait été repris. Mais même si Jonathan, l'empereur n'était plus au fourneau, son esprit continuait à imprégner les lieux et les plats qu'il avait créés figuraient toujours à la carte. Je vous remercie pour votre présence et j'espère que vous avez passé une bonne soirée, lança-t-il. Pour mettre fin à la séance, elle salua les clients, fit un rapide débriefing avec son assistance et récupéra ses affaires pour rentrer chez elle. Et après l'ascenseur et en quelques secondes se retrouva un pied de Rockefeller Center. Elle faisait nuit depuis longtemps, de la meilleure sortie de sa bouche. Le vent glacial qui balayait le parvis n'avait pas découragé les nombreux badauds se pressant contre les barrières pour photographier l'immense sapin de Noël qui dominait la patinoire. Haut d'une trentaine de mètres, l'arbre ployait sous les guirlandes électriques et les décorations. Le spectacle était impressionnant, mais donna le cafard, ou bien le cafard à Emma. Ça avait beau être un cliché, le poids de la solitude était vraiment plus lourd lors d'un ou bien des fêtes de fin d'année. Elle s'approchait du bord du trottoir, ajusta son bonnet et resserrait son écharpe tout en scrutant des lumineux sur le toit des taxis, espérant sans trop croire repérer une voiture libre. Malheureusement, c'était l'heure de pointe et tous les yellow cabs qui passaient devant elle avaient déjà chargé des passages. Résignée, elle fondit la queue et marcha d'un pas pressé jusqu'à l'angle de l'instant avenue de la 53e rue. Elle s'engouffra dans la station de métro et prit la ligne E, direction Danton. C'était prévisible. Le wagon était bondé. Elle voyagea debout, comprimée par les autres usages. Malgré les secousses, elle extrait bien, elle extrait pas son téléphone et rue les SMS qu'elle connaissait pourtant par cœur. Je suis de passage à New York cette semaine. On dîne ensemble ce soir. Tu me manques, François. Va te faire foutre, sale connard. Je ne suis pas à ta disposition, fulmina-t-il en ne quittant pas l'écran des yeux. François était l'héritier d'un important vignoble de Bordelais. Elle l'avait rencontré 2 ans plus tôt lors d'un voyage de découverte des capages français. Elle ne lui avait pas caché qu'elle était mariée et père de 2 enfants. Mais elle avait néanmoins répondu à ses avances. Emma avait prolongé son voyage en France et elle avait passé, ou bien ils avaient passé une semaine de rêve à parcourir les routes de vin de la Réunion, la célèbre route de Médoc sur la piste des grands crus classés et des châteaux. La route des Côtiers, avec ses églises romaines et ses sites ou bien archéologiques, les Bastides et les abbayes,
et l'entre-deux et deux mers, le village médiéval de Saint-Émilion par la suite et s'était en revue à New York. Au gré des déplacements professionnels de François, elles avaient même passé une autre semaine de vacances à Hawaï. 2 ans d'une relation épisodique, passionnelle et destructrice. 2 ans d'attente déçue. Chaque fois qu'elle se retrouvait, François promettait qu'il était sur le point de quitter sa femme. Il ne le croyait pas vraiment, bien entendu, mais il avait dans la peau à l'art. Et puis un jour, tandis qu'il devenait partir en week-end, François lui avait envoyé un message pour lui dire qu'il aimait encore sa femme et qu'il souhaitait mettre fin à leur relation. Plusieurs fois déjà dans sa vie, il m'avait flétré avec les limites. Boulimie, anorexie, scarification et l'annonça de cette rupture à ouvrir un gouffre en elle. Un sentiment profond du vide l'avait alors dévasté ses lignes de fracture, s'était creusé ses ans de fragilité, avait entamé ont bien contaminé tout son être. Soudain, l'existence n'avait plus rien à lui offrir et la vie lui avait semblé n'être que de l'heure. Pour faire taire cette souffrance, elle n'avait trouvé comme solution que de s'allonger dans sa baignoire et de se taillader les poignets. De profonds coups de cutter à chaque barre, ou bien à chaque bras. Ce n'était pas un appel à l'aide, ce n'était pas de cinéma. Cette crise suicidaire avait été brutale, déclenchée par cette déception amoureuse, mais le mal venait le plus loin. Emma voulait que sa vie s'arrête, et elle aura, ou bien il aurait réussi son imbécile de frère n'avait choisi ce moment pour débarquer dans son appartement, lui reprochant de n'avoir pas payé ce mois-ci la maison de retraite de leur père. En repensant à cet épisode, Emma sentit un long frisson glacer son échine. Le rame de métro arrivait à la station de la 4e rue, terminale des bus. Là, le wagon se vida et elle put enfin trouver une place. Elle venait de s'asseoir. Son portable vibra. François insistait. « Je t'en supplie, chérie, réponds-moi, laisse-nous une nouvelle chance. Fais-moi un signe, s'il te plaît. Tu me manques tellement, ton François. » Emma ferma les yeux et respira lentement. Son ancien amant était un manipulateur égoïste et inconstant. Elle savait user de sa séduction pour se composer un personnage de héros au grand cœur et assurer son emprise sur elle. Elle était capable de lui faire perdre tout contrôle. Elle savait cruellement profiter de ses faiblesses et de son manque de confiance en elle. Elle s'engouffrait dans ses failles, grattait ses cicatrices. Surtout, elle avait l'art de farder la réalité pour présenter les choses à son avantage, quitte à la faire passer pour un mythomane. Pour ne pas être tentée de répondre, elle éteignait son portable. Elle avait consacré trop d'efforts pour se défaire de son empire, ou bien emprise. Elle refusait de retomber dans son piège juste parce qu'elle se sentait seule à l'approche de Noël. Car son pire ennemi n'était pas François. Son pire ennemi, c'était elle-même. Elle ne pouvait se résoudre à vivre sans passion. Derrière son côté laisse de drôle, elle connaissait son impulsivité, son instabilité émotionnelle, qui lorsqu'il prenait les dessus
la prolonger. Nativement, dans des périodes de profonde dépression et de forêt incontrôlable, et se méfier de sa terreur de l'abandon qui pouvait le faire ou bien la faire basculer à tout moment et sombrer dans l'autodestruction. Sa vie effective était jonchée de relations douloureuses. En amour, il avait trop donné à des personnes qui ne le méritaient pas, des salés types comme François, mais il y avait en elle quelque chose qu'il ne comprenait pas, qu'il ne maîtrisait pas. Une force obscure, une addiction, la poussant dans les bras d'hommes qui n'étaient pas libres. Il recherchait son discernement, une sorte de fusion, sachant très bien que fond des relations ne lui apporterait ni la sécurité, ni la stabilité auquel il aspirait tant. Mais elle insistait et, avec dégoût, elle se faisait la complice de leur infidélité, brisant des ménages, même si c'était contraire à ses valeurs et à ses aspirations. Heureusement, la psychothérapie qu'il suivait depuis quelques mois l'avait aidé à prendre de recul et à se méfier de ses émotions. Désormais, il savait qu'il devait penser à se protéger et à se tenir éloigné des individus néfastes. Ils arrivaient, ils arrivaient au terminal de la ligne. La station World Trade Center, ce quartier du sud de la ville, avait été complètement dévasté par les attentats. Aujourd'hui, elle était toujours en travaux, mais bientôt plusieurs tours de verre et d'acier domineraient la skyline new-yorkaise, un symbole de la capacité de Manhattan à sortir plus fort de toutes les épreuves, pensa Emma en montant les escaliers pour rejoindre Greenwich Street. Un exemple à méditer, elle marcha d'un pas vif jusqu'au croisement de Harrison Street et s'engagea sur l'esplanade d'un complexe d'habitation constitué de hauts bâtiments de briques marron construits au début des années 1970. Lorsque Tribeca n'était qu'une zone industrielle recouverte d'entrepôts, elle composa le code d'entrée et poussa des deux bras une lourde porte en fonte. Pendant longtemps, le Second North Plaza avait abrité des centaines d'appartements à loyer modéré sans ou bien dans ces trois tours de 40 étages. Aujourd'hui, les prix avaient flambé dans le quartier et les meubles allaient être rénovés. En attendant, le hall avait une allure triste et délabrée. Murs décrépits, éclairage ou bien terne, propriété douteuse. Emma prit le courrier dans sa boîte aux lettres et emprunta l'un des ascenseurs pour rejoindre l'avant-dernier étage où se trouvait son appartement. Chloé, à peine avait-il franchi le seuil que déjà son chien rebondissait devant elle, lui faisant fête. Laisse-moi au moins fermer la porte, se plaigna-t-il en caressant la peau ample de charpie que ondulait en plis secs et durs.
Elle posa son sac et joua quelques minutes avec le chien. Elles aimaient sa silhouette compacte et robuste, sa truffe épaisse, ses yeux francs enfoncés dans sa tête en triangle, son air gentiment bodeur. Toi au moins, tu me seras toujours fidèle. Comme pour le remercier, elle lui servait un gros bol de croquettes. L'appartement était petit, à peine 40 mètres carrés, mais elle avait du charme. Parquet clair en bois brut, mur de briques apparentes, grande pie vitrée, la cuisine ouverte s'articulait autour d'un comptoir en grès noir et de trois tabourets en métal brossé. Quand au salon, elle était envahie de livres classés sur donc elle était envahie de livres classés sur des étagères, fiction américaine et européenne, essais sur le cinéma, ouvrages sur le vin et la gastronomie. Les meubles avaient quantité de défauts, une vieille plomberie, des dégâts des eaux récurrents, une buanderie infestée de souris, des ascenseurs toujours en panne, une climatisation défectueuse, des murs si fins qu'ils tremblaient pendant les orages et ne laissaient rien ignorer de l'intimité de voisins. Mais la vue était envoûtante et dégagée, dominant le fleuve et l'effront des perspectives à couper le souffle sur Lower Manhattan et enfilade. On voyait la succession des bruits ou bien de buildings illuminés des quais de Hudson et des embarcations qui glissaient sur le fleuve. Emma retira manteau et écharpe, pendait son tailleur sur un mannequin, enfila un vieux jean et un t-shirt trop large des Yankees avant de rentrer dans la salle de bain, se démaquiller. Le miroir lui renvoya l'image d'une jeune femme de 33 ans, aux cheveux bruns légèrement ondulés, au regard vert clair et au nez pointu sur lequel s'égrentent quelques taches de rossure. Dans ces traits, bonjour, on pouvait lui trouver une vague ressemblance avec Kat Beckinsale en Évangile Lily. Mais aujourd'hui n'était pas un bon jour. Elle était mieux fort pour ne pas se laisser envahir par la tristesse. Elle adressa au miroir une grimace moqueuse. Elle ôta ses lentilles de contact qui lui piquaient les yeux, chaussa sa paire de lunettes de mépo ou bien de myope et gagna la cuisine pour se réparer ou bien préparer du thé. Ben, s'écaille ici, frissonna-t-il en se mettant dans un plat et en augmentant la puissance du radiateur. Comme l'eau tardait à bouillir, elle s'installa sur l'un des tabourets de bar et ouvrit son ordinateur portable posé sur le comptoir. Elle mourait de faim et se connectait au site d'un restaurant japonais qui livrait à domicile et commanda une soupe maison ainsi qu'un assortiment de sushis, de maki et de sashimis.
Il reçut un email de confirmation, vérifia sa commande de l'heure et l'heure de livraison, puis en profita pour parcourir ses autres messages, redoutant un courrier de son ancien amant. Heureusement, il n'y avait pas de message de François, mais il y avait un autre courrier énigmatique écrit par un certain Mathieu Chapiro, un nom dont il n'avait jamais entendu parler auparavant et qu'il a- et qu'il allait et qui allait bouleverser sa vie. Le message.